Le charmeur. Le charme, nec plus ultra de la manipulation, est l'art de séduire en installant une sensation de bien-être qui élude la sexualité. La méthode du charmeur est simple. Il se fait oublier et concentre toute son attention sur sa cible. Empathique, il comprend son humeur, partage sa douleur, s'adapte à la moindre de ses nuances. En sa présence, on se sent plus satisfait de soi-même. Jamais le charmeur ne se plaint, ne soulève de polémique, ne se met en colère. Peut-on rêver plus facile à vivre? Son indulgence agit comme une drogue dont on ne peut bientôt plus se passer. C'est ainsi qu'on tombe en son pouvoir. Pratiquez les sortilèges du charmeur en sollicitant la faiblesse première de l'homme, la vanité. Le charme. Un art ou un don? La sexualité, c'est fort encombrant. Cela suscite des peurs et des émotions capables de mettre un terme à une relation qui, sans elle, aurait des chances d'être profonde et durable. La solution du charmeur consiste à satisfaire les aspects les plus séduisants de la sexualité et les plus susceptibles d'induire une dépendance. D'agréables égards pour l'amour-propre de la victime, une cour délicieuse et une grande compréhension, réelle ou apparente. Mais on ne touche pas. Certes, le charmeur ne bannit pas toute sexualité, pas plus qu'il ne la décourage. L'érotisme est là, seulement à l'état latent. Le charme n'existe qu'avec un soupçon de tentation. Cependant, il n'opère que si le désir physique reste à l'arrière-plan, totalement maîtrisé. Le mot charme vient du latin carmen, qui signifie incantation, poésie ou chant capable de créer un sortilège. De fait, le charmeur tient sa proie en la fascinant, en l'envoûtant. Et pour monopoliser son attention, il obscurcit son jugement et sollicite les profondeurs mal maîtrisées de sa personnalité, son ego, sa vanité, son amour-propre. Parlez à quelqu'un de lui-même et il vous écoutera des heures, disait Benjamin Disraeli. Cette stratégie ne saurait être trop visible. Le premier don du charmeur est la subtilité. Pour que la victime ne perce pas à jour ses efforts, pour qu'elle ne se méfie pas, qu'elle ne se lasse pas de son attention, il faut avoir la main légère. Le charmeur n'est pas un rayon laser qui perfore sa cible, mais une douce lumière qui la baigne dans son halo. La stratégie du charme s'applique à un groupe de la même façon qu'à un individu. Un chef d'État peut charmer son public. La dynamique est la même. On trouvera ci-dessous les principales recettes du charme, tirées de la vie des plus grands charmeurs de l'histoire. Concentrez votre attention sur votre cible. Le charmeur se fond dans le décor. Il se focalise sur sa cible. Sachez écouter et observer. Faites parler la personne qui vous intéresse. Amenez-la à se dévoiler. Plus vous en saurez sur elle, sur ses points forts, mais surtout sur ses points faibles, mieux vous saurez monopoliser son attention, jouer sur ses désirs et besoins particuliers, adapter vos flatteries à ses insécurités. En s'adaptant à son humeur, en compatissant à ses vicissitudes, vous lui donnerez le sentiment de son importance et de sa valeur. Faites d'elle la vedette de la soirée et elle ne pourra plus se passer de vous. Vous l'aurez piégée dans une dépendance. À l'échelle des masses, dévouez-vous jusqu'au sacrifice, ou du moins faites semblant, pour manifester que vous partagez leurs souffrances et que vous œuvrez dans leur intérêt, la recherche de l'intérêt personnel étant la forme publique de l'égoïsme. Soyez agréable. Vos ennuis et soucis à vous, personne n'a envie de les connaître. Prêtez l'oreille aux jérémiades de votre cible, mais surtout, distrayez-la de ses problèmes en vous montrant agréable à vivre. Si vous le faites assez souvent, elle succombera à votre charme comme par enchantement. La gaieté et la drôlerie charment bien plus que le sérieux et la critique. De même que la pétulance est plus charmante que l'apathie, laquelle mène droit à l'ennui, tabou mondain par excellence. Enfin, l'élégance l'emporte toujours sur la vulgarité.
La plupart des gens privilégient la fréquentation de ce qu'ils croient élevé et noble. En politique, dispensez illusions et mythes plutôt que de décrire la réalité. Au lieu d'exiger le sacrifice pour l'intérêt général, parlez plutôt de grandeur morale. Un discours qui procurera à l'auditoire un sentiment d'autosatisfaction vous vaudra des bulletins de vote et le pouvoir. Agissez en conciliateur. La cour est un panier de crabes grouillant d'envie et de rancœur. Il suffit d'un seul Cassius pour que l'aigreur se cristallise en conspiration. Le charmeur, lui, sait apaiser les conflits. Ne réveillez jamais des hostilités qui résisteraient à votre charme. Face à quelqu'un d'agressif, battez en retraite. Laissez-lui sa petite victoire. Une attitude de conciliation et d'indulgence désarmera vos ennemis potentiels. Ne critiquez jamais ouvertement les autres. Ils se cabreraient et deviendraient réfractaires au changement. Lancez des idées, insinuez des solutions. Charmés par vos talents de diplomate, les autres ne s'apercevront pas que votre pouvoir grandit. Apaisez votre victime. Le charmeur est un hypnotiseur. Il sait que plus sa proie est détendue, mieux elle se pliera à sa volonté. Pour que celle-ci se sente parfaitement à l'aise, le mieux est de s'adapter à son humeur, de la singer. Les gens sont narcissiques, ils sont attirés par ce qui leur ressemble. Faites semblant de partager leurs valeurs et leurs goûts, de comprendre leur état d'esprit, et ils succomberont à votre charme. Cette méthode fonctionne particulièrement bien si vous êtes étranger. Adoptez ostensiblement les façons de faire de votre nouveau groupe ou pays. Se donner le mal d'en apprendre la langue, d'en faire sienne les coutumes, est extrêmement charmant, puisque cela dénote un choix et non une donnée de naissance. Ne vous montrez jamais importun ni exagérément obstiné. Ces travers nuisent à la décontraction nécessaire à l'envoûtement. Restez stoïque face à l'adversité. Les ennuis et revers offrent au charmeur une occasion de choix d'exercer ses talents. Il reste calme face aux désagréments et cela met les gens à l'aise. Faites preuve de patience, comme si vous attendiez que la fortune vous donne un meilleur jeu, ou même comme si vous étiez capable de séduire cette inflexible déesse. Ne piquez jamais de colère, ne manifestez jamais ni mauvais caractère ni humeur vengeresse, toutes attitudes qui mettent les gens sur la défensive. En politique, à grande échelle, accueillez l'adversité comme une chance de faire preuve de vos charmantes qualités de magnanimité et de pondération. Laissez les autres pester et maugréer, le contraste jouera en votre faveur. Pas de jérémiade, pas de récrimination. N'essayez jamais de vous justifier. Rendez-vous utile. Si vous agissez subtilement, la capacité que vous avez d'améliorer la vie des autres se révélera diaboliquement séductrice. Votre talent pour les contacts humains joue ici un grand rôle. En vous constituant un réseau d'alliés, vous acquerrez le pouvoir de relier les gens entre eux, leur donnant l'impression que le simple fait de vous connaître leur facilite la vie. Et bien peu résisteront à cet attrait. N'oubliez pas le service après-vente. Beaucoup de gens se montrent charmants en promettant la lune, un meilleur emploi, un nouveau contact, une faveur insigne, mais ne font rien. Du coup, au lieu de se faire des amis, ils se font des ennemis. Promettre est à la portée de n'importe qui. Ce qui vous distinguera et fera votre charme, c'est que vous accompagnez vos promesses d'actes concrets qui l'amènent à bonne fin. A contrario, si quelqu'un vous rend service, prouvez-lui concrètement votre gratitude. Dans un monde où tout est bluff et baratin, la vraie serviabilité est peut-être le charme par excellence. Portrait de charmeur. 1. Au début des années 1870, tout allait mal pour la reine Victoria. Son mari tant aimé, le prince Albert, était mort en 1861, et la souveraine n'arrivait pas à s'en remettre. Sans expérience ni grande éducation, c'est du moins ce que chacun lui faisait sentir, elle s'en était remise à lui pour les décisions importantes. Depuis sa mort,
Les discussions politiques et les questions de gouvernement l'ennuyaient aux larmes. La reine vivait de plus en plus retirée du monde. Le prestige de la couronne en souffrait, et même son pouvoir. En 1874, le parti Tory, conservateur, remporta une victoire historique aux élections législatives et son président Benjamin Disraeli devint Premier ministre. Le protocole exigeait qu'à l'occasion de son entrée en fonction, le ministre se rendît au palais pour un entretien privé avec la reine. On ne pouvait imaginer interlocuteur plus dissemblable. Disraeli avait un teint basané et une physionomie bien peu anglaise. Au temps de sa jeunesse, il avait alors 70 ans, il avait été un dandy, un parangon d'élégance à la mise fantasque, un auteur de romans à succès. La reine, âgée de 55 ans, était austère et butée, à cheval sur l'étiquette et simple dans ses goûts. Pour lui plaire, conseilla-t-on à Disraeli, mieux valait mettre la sourdine à son élégance naturelle. Faisant fi de ses avis, il s'habilla en prince charmant, mit un genou en terre, saisit la main de la reine et la baisa en disant « Je voue ma foi à la plus aimable des maîtresses ». Il jura que par son travail, il s'attacherait désormais à réaliser les rêves de la souveraine. Il lui fit un tel éloge de ses qualités qu'elle en rougit. Toutefois, curieusement, elle ne le jugea ni comique ni insultant. À la fin de leur entretien, elle avait le sourire. Peut-être, songeait-elle, fallait-il donner à cet homme étonnant une chance de réussir. Et elle attendit la suite des événements. Elle ne tarda pas à recevoir de la main de Disraeli des comptes rendus, débats parlementaires, décisions politiques, etc., qui tranchaient radicalement avec ceux qui avaient été rédigés par ses autres ministres. Il la qualifiait de reine des fées et affublait ses ennemis de toutes sortes de sobriquets infâmes. Ces pages étaient pleines de 1000 anecdotes et potins. Ainsi décrivait-il par exemple un nouveau membre de son cabinet. Il mesure plus d'1,90 m, mais comme la basilique Saint-Pierre de Rome, on ne se rend pas compte tout de suite de son volume. S'il a l'encombrement de l'éléphant, il en a aussi la sagacité. Le ton familier, voire facétieux du ministre, frisait parfois l'irrespect, mais la reine était sous le charme. Elle lisait les comptes rendus de Disraeli comme des romans. Presque sans s'en apercevoir, elle recommença à s'intéresser aux affaires de l'État. Dès sa prise de fonction, Disraeli fit don à la reine de toutes ses œuvres. En retour, elle lui offrit le seul livre qu'elle eût jamais écrit, le journal de notre vie dans les Highlands. Dès lors, le ministre ne perdit pas une occasion de glisser çà et là dans leur correspondance et au fil de leur conversation, « Nous autres écrivains », la reine rayonnait de fierté. Elle l'entendit par hasard chanter ses louanges à des tiers. Par ses idées, son bon sens et son intuition féminine, disait-il, elle rivalisait avec Élisabeth Ier. Il remettait rarement en question ses avis. En plein conseil des ministres, il se tournait soudain vers elle et lui demandait conseil. En 1875, le Khedive d'Égypte était criblé de dettes. Disraeli lui racheta ses actions du canal de Suez pour une bouchée de pain et présenta cet exploit à la reine comme la concrétisation de la volonté qu'elle avait exprimée d'étendre l'Empire britannique. Sans qu'elle en comprît la cause, sa confiance en elle faisait de sensibles progrès. Il arriva une fois à la reine Victoria d'envoyer des fleurs à son Premier ministre. Il lui rendit l'appareil, mais ce fut des primes verts qu'elle reçut, fleurette si humble que plus d'un destinataire se serait senti insulté. Il y avait un mot d'accompagnement. De toutes les fleurs, celle qui conserve le plus longtemps sa beauté est la douce prime vert. Disraeli enveloppait Victoria dans une atmosphère féerique où tout était métaphore. La simplicité de la fleur symbolisait bien sûr la reine, mais aussi la relation qui s'était nouée entre eux deux. Victoria mordit à l'hameçon. Elle fit bientôt de la prime vert sa fleur préférée. Elle approuvait désormais tout ce que faisait Disraeli. Privilège sans précédent, elle l'autorisait même à s'asseoir en sa présence.
Chaque février, ils échangeaient des cartes pour la Saint-Valentin. La reine s'informait des faits et gestes de Disraeli, des propos qu'il avait tenus à telle ou telle soirée. Quand il manifesta un peu trop d'intérêt pour Augusta, l'impératrice d'Allemagne, elle fut jalouse. Les courtisans se demandaient où était passée la sinistre duègne qu'ils avaient connue. On eût dit une jeune fille amoureuse. En 1876, Disraeli fit voter par le Parlement une loi déclarant Victoria reine impératrice. L'intéressée ne se tenait plus de joie. Par reconnaissance, et disons-le par amour, elle anoblit ce romancier juif et dandy et le fit Earl, comte de Beaconsfield, ce dont il rêvait depuis sa jeunesse. Disraeli savait combien les apparences peuvent être trompeuses. Si les autres le jugeaient à sa physionomie et à sa mise, il avait appris à ne pas en faire autant avec eux. Il ne se laissa donc pas impressionner par les dehors stricts et austères de la reine Victoria. Elle n'en était pas moins femme, devinait-il, avec ses côtés chaleureux, affectueux et même érotiques. Elle avait besoin d'un homme qui rend hommage à sa féminité. La profondeur des sentiments qu'il susciterait en elle, une fois qu'il serait venu à bout de sa réserve, serait inversement proportionnelle au refoulement de ses pulsions. Disraeli sollicita deux aspects réprimés de la personnalité de Victoria, sa confiance en elle et sa sexualité. Il savait flatter comme personne. Quand j'ai dîné à côté de M. Gladstone, racontait une princesse anglaise, je suis sorti de table pensant qu'il était l'homme le plus intelligent d'Angleterre. Mais après avoir dîné à côté de M. Disraeli, j'en suis sorti convaincu que j'étais la femme la plus intelligente du royaume. Disraeli jouait de son charme avec doigté. Il créait une atmosphère détendue et gaie, surtout quand il parlait politique. Une fois que la reine avait baissé sa garde, il se faisait plus chaleureux, plus suggestif, presque sexy. Mais bien sûr, jamais de façon déclarée. Avec Disraeli, Victoria se sentait une femme désirable et une souveraine perspicace. Comment aurait-elle pu lui résister? Et surtout, lui refuser quoi que ce fût? Notre personnalité est souvent modelée par la façon dont on nous traite. Si notre conjoint ou un de nos parents se méfie de nous ou discute nos avis, nous avons tendance à réagir de même. Il ne faut jamais se fier aux apparences des gens. Celles-ci ne sont souvent que le reflet des personnes avec lesquelles ils ont été le plus en contact, ou une façade cachant exactement des traits opposés. Sous des dehors bourrus se dissimule souvent un grand manque affectif. Une allure austère maquille peut-être une émotivité incontrôlable. Voilà le secret du charmeur. Faire épanouir ce qui a été réprimé, voire nié. En flattant la reine, en rendant sa compagnie agréable, Disraeli parvint à faire fondre une femme qui était devenue irascible et dure. La mansuétude est un puissant outil de séduction. Comment se défendre de quelqu'un qui semble approuver vos opinions et vos goûts? Les charmeurs paraissent plus faibles que leurs cibles, mais ils les tiennent en leur pouvoir parce qu'ils les ont privés de leur capacité à résister. 2. En 1971, le financier américain et grande figure du Parti démocrate Averell Harriman se savait au bout du rouleau. À 79 ans, il venait de perdre la compagne de toute une vie, Marie. Les démocrates n'étant plus au pouvoir, sa carrière politique semblait terminée. Vieilli et déprimé, il s'était résigné à une paisible retraite au milieu de ses petits-enfants. Quelques mois après la mort de Marie, on convainquit Harriman de participer à une soirée à Washington. Il y retrouva une vieille amie, Pamela Churchill, rencontrée pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres, où il avait séjourné en qualité d'envoyé personnel du président Franklin D. Roosevelt. Elle était alors âgée de 21 ans et mariée avec Randolph Churchill, fils de Winston Churchill. Il y avait certainement à l'époque de plus belles femmes dans la capitale, mais aucune n'avait son charme. Elle avait écouté sans se lasser Harriman, lui confier ses soucis et sympathisé avec la fille de ce dernier,
qui avait le même âge qu'elle. Chaque fois qu'il la voyait, cela le calmait. Comme Marie était restée aux États-Unis et que Randolph était sous les drapeaux, Averell Harriman et Pamela Churchill avaient eu une liaison en plein blitz. Beaucoup d'années avaient passé depuis la guerre, mais elle était toujours restée en contact avec lui. Elle lui avait fait part de son divorce, puis de ses innombrables amants, les plus riches playboys d'Europe. Mais il ne l'avait pas revu depuis qu'il était rentré en Amérique auprès de sa femme. C'était une curieuse coïncidence que de tomber sur elle à ce moment si particulier de sa vie. Au fil de la soirée, Pamela parvint à extraire Harriman de sa coquille. Elle rit de ses bons mots et l'amena à évoquer les jours glorieux qu'il avait vécus à Londres pendant la guerre. Il sentait revenir son charme légendaire. Il avait l'impression que c'était lui qui la séduisait. Quelques jours plus tard, elle lui rendit une visite impromptue dans une des résidences secondaires qu'il possédait. Harriman avait une des plus grosses fortunes du monde, mais il ne dépensait guère. Marie et lui avaient mené une vie très simple. Pamela ne fit aucun commentaire, mais quand elle l'invita chez elle, il ne put que remarquer le train de vie qu'elle menait. Il y avait des fleurs partout, des draps magnifiques et des repas somptueux. Elle avait l'air de connaître ses préférences culinaires. Il savait pertinemment qu'elle menait une vie dissolue et comprit que sa richesse ne la laissait pas indifférente, mais la fréquenter lui redonnait de la vigueur. 8 semaines après la fameuse soirée, il l'épousa. Pamela ne s'en tint pas là. Elle convainquit son nouvel époux de faire don à la National Gallery de la collection d'œuvres d'art de Marie. Elle le conduisit à se séparer d'énormes sommes d'argent, un fonds en fidéicommis pour son fils Winston, de nouvelles maisons, des embellissements sans fin. Elle était patiente et subtile. Elle se débrouillait pour qu'il soit heureux de la gâter. En quelques années, il ne resta plus trace dans la vie d'Harriman de ce que Marie y avait imprimé. Le vieillard consacrait de moins en moins de temps à ses enfants et petits-enfants. Il semblait trouver une nouvelle jeunesse. À Washington, les hommes politiques, et surtout leurs femmes, considéraient Pamela avec suspicion. Ils avaient percé à jour ses manœuvres et demeuraient insensibles à son charme, croyaient-ils. Car cela ne les empêchait pas de se bousculer à ses fréquentes soirées, sous prétexte qu'ils y rencontraient des personnages importants. Dans ces réceptions, l'atmosphère était délibérément intime et détendue. Nul ne s'y sentait ignoré. Même les plus obscurs inconnus avaient l'honneur d'échanger quelques mots avec Pamela, et cette attention les comblait d'aise. Avec elle, ils se sentaient puissants et respectés. Elle leur adressait ensuite un petit cadeau personnalisé ou une carte, souvent en rapport avec la conversation qu'ils avaient eue. Les femmes qu'il avait traitées de demi-mondaines, ou pire, commencèrent à changer d'avis. Les hommes trouvaient sa fréquentation non seulement captivante mais utile. Elle disposait d'un impressionnant carnet d'adresses internationales et les en faisait bénéficier avant même qu'ils ne le demandent. Les soirées des Harriman ressemblèrent bientôt aux réunions de collecte de fonds du Parti démocrate. Mis à l'aise, flattés par l'atmosphère sélecte et le sentiment d'importance que Pamela leur donnait, les visiteurs vidaient leur portefeuille sans même s'en apercevoir. C'était exactement ce qu'avaient fait tous les hommes de sa vie. En 1986, Averell Harriman mourut. Pamela avait accumulé suffisamment de pouvoir et d'argent pour ne plus avoir besoin de mari. Nommée en 1993 ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Paris, elle mit en pratique avec aisance son charme personnel dans le milieu de la diplomatie politique. Elle était encore en poste quand elle mourut, en 1997. On reconnaît souvent les charmeurs pour ce qu'ils sont, d'habiles manipulateurs. Harriman comprit certainement en 1971 que sa rencontre avec Pamela Churchill ne devait rien au hasard. Cela ne l'empêcha pas de tomber sous son charme. La raison en est simple. Les sentiments que suscitent les charmeurs sont si rares qu'ils valent le prix qu'on les paie. Le monde est peuplé d'égoïstes. Avec eux,
On sait que la relation est exclusivement centrée sur leur petite personne, leurs craintes, leurs besoins, leur soif d'attention. Pour s'en défendre, on renforce ses propres tendances égocentriques, on se ferme. Un syndrome qui ne nous rend que plus vulnérables aux charmeurs. Quand on les rencontre, ils ne parlent guère d'eux-mêmes, ce qui les auréole de mystère et dissimule leurs limites. Puis ils semblent s'intéresser à nous, avec une insistance si exquise que nous nous détendons et nous confions à eux. Finalement, leur compagnie est plutôt agréable. Ils sont exempts des défauts de la plupart des gens. Ils ne se plaignent pas, ne se font pas mousser. Ils savent faire plaisir. Leur chaleur est diffuse, une sorte d'intimité qui n'aurait rien de sexuel, tel le charme de la geisha, qui réside non pas tant dans les faveurs qu'elle accorde, que dans l'attention exclusive qu'elle prodigue en s'effaçant. Inévitablement, on succombe, on s'en intoxique, on ne peut plus s'en passer. C'est cette dépendance qui fait le pouvoir du charmeur. Ceux qui se servent de leur beauté physique pour draguer ne détiennent pas un pouvoir durable. Leur beauté se fane avec les années, d'autres plus jeunes et plus beaux les supplantent. Et puis, sans charme, la beauté est lassante, tandis qu'on ne se lasse jamais d'être mis en valeur. Apprenez quel pouvoir donne la capacité de s'effacer devant l'autre pour lui laisser la vedette. Le secret consiste à voiler ce que cette intimité a de sexuel, de créer une excitation à la fois générale et diffuse, un érotisme social qui agit comme une drogue, en ne laissant jamais totalement satisfait. 3. Décembre 1936. Chiang Kai-shek, chef des nationalistes chinois, est capturé par un groupe de ses propres soldats mécontents de sa politique. Au lieu de combattre les Japonais qui venaient d'envahir la Chine, il poursuivait sa guerre civile contre les armées communistes de Mao. Les soldats ne voyaient en Mao nulle menace. Chiang Kai-shek avait pratiquement anéanti les communistes. Ils étaient convaincus qu'il fallait s'unir avec Mao contre l'ennemi commun. C'était la seule solution patriotique. Ils crurent qu'en enfermant Chiang Kai-shek, ils le contraindraient à changer d'avis. C'était compté sans son obstination. Comme il demeurait le principal obstacle d'une alliance contre les Japonais, les soldats envisagèrent de l'exécuter ou de le livrer aux communistes. Du fond de sa geôle, Chiang Kai-shek se préparait au pire. Il reçut bientôt la visite d'un ancien ami devenu dirigeant communiste, Zhou Enlai. Avec une grande déférence, l'homme plaida la cause d'un front uni. Communistes et nationalistes devaient s'allier contre l'envahisseur. Chiang Kai-shek, qui vouait aux communistes une haine passionnée, entra dans une fureur incontrôlée. Signer un accord avec les communistes dans des circonstances pareilles serait pour lui une humiliation, hurla-t-il. Il serait déshonoré aux yeux de ses propres soldats. C'était hors de question. Tuez-moi plutôt. Zhou Enlai l'écouta attentivement, sans se départir de son sourire. Quand Chiang Kai-shek eut fini de fulminer, Zhou Enlai lui assura qu'il comprenait fort bien le souci qu'il avait de défendre son honneur. Cependant, le plus honorable était qu'ils oublient leurs différends pour combattre ensemble l'envahisseur. Chiang Kai-shek n'aurait qu'à prendre le commandement des deux armées. Pour conclure, Zhou Enlai affirma qu'en aucun cas il ne laisserait ses camarades communistes, ni quiconque d'ailleurs, exécuter un grand homme d'État tel que Chiang Kai-shek. Le chef nationaliste en resta stupéfait et ému. Le lendemain, Chiang Kai-shek fut conduit par les gardes rouges jusqu'à un avion de sa propre armée et renvoyé dans son quartier général. Apparemment, Zhou Enlai avait pris cette décision seul. Quand les autres dirigeants communistes l'apprirent, ils furent outrés. Zhou Enlai aurait dû forcer Chiang Kai-shek à combattre les Japonais, ou le faire exécuter. Le relâcher sans concession était le comble de la pusillanimité, et Zhou Enlai allait le payer. Ce dernier ne dit mot et attendit. Quelques mois plus tard, Chiang Kai-shek signa un accord pour en finir avec la guerre civile et se coaliser avec les communistes contre les Japonais.
Comme tout indiquait qu'il avait pris cette décision de son propre chef, son armée lui conserva tout le respect qu'il méritait. Nul ne douta de ses motivations. Les coalisés chassèrent les Japonais de Chine. Mais les communistes, que Chiang Kai-shek avait presque réduits à néant, profitèrent de l'occasion pour refaire leurs forces. Les Japonais n'avaient pas plutôt quitté le territoire chinois que les communistes se retournèrent contre les nationalistes, lesquels furent contraints en 1949 d'évacuer la Chine continentale et de se réfugier dans l'île de Formose, aujourd'hui Taïwan. Mao se rendit alors en visite officielle en Union soviétique. La Chine était en ruine et avait dramatiquement besoin d'aide. Mais Staline, qui se méfiait des Chinois, chapitra Mao et lui reprocha ses nombreuses erreurs. Mao se défendit. Mécontent, Staline décida alors de donner une leçon à ce morveux. Il ne ferait pas le moindre geste en faveur de la Chine. Le ton montait. Mao envoya d'urgence chercher Zhou Enlai, qui arriva le lendemain et se mit au travail, séance tenante. Pendant les longues séances de négociation, Zhou Enlai fit largement honneur à la vodka de ses hôtes. Il ne contesta rien, pas même les nombreuses erreurs des Chinois qui avaient certes beaucoup à apprendre de son grand frère soviétique. « Camarade Staline, dit-il, nous sommes le premier grand pays d'Asie à rejoindre le camp socialiste sous votre direction. » Sachant que les Russes adorent les graphiques et les cartes, Zhou Enlai en avait apporté des liasses. Staline se calma. Les pourparlers allèrent leur train, et quelques jours après l'arrivée de Zhou Enlai, les deux parties signèrent un traité d'aide réciproque à l'avantage des Chinois. En 1959, la Chine était de nouveau en crise. Le grand bond en avant de Mao, censé donner un fulgurant coup d'envoi à la révolution industrielle en Chine, se révéla être un échec cuisant. Le peuple mourait de faim, tandis qu'à Pékin, les bureaucrates engraissaient et la révolte grondait. Beaucoup de fonctionnaires pékinois, dont Zhou Enlai, retournèrent dans leur ville natale pour tenter de mettre de l'ordre. La plupart eurent recours à la corruption. Zhou Enlai, lui, s'y prit autrement. Il se rendit sur l'antique tombeau familial où reposaient des générations de ses ancêtres, fit ôter les pierres tombales et enterrer les cercueils plus profondément, puis il rendit le terrain aux paysans pour qu'ils le cultivent à nouveau et en tirent leur subsistance. En termes confucéens, Zhou Enlai était un disciple de Confucius, c'était un sacrilège. Mais tout le monde comprit le message. Zhou Enlai voulait donner l'exemple du sacrifice. Il fallait que chacun y mette du sien, même les dirigeants. Son geste symbolique eut un impact considérable. À la mort de Zhou Enlai en 1976, l'immense deuil spontané du peuple chinois prit le gouvernement par surprise. Comment cet homme de l'ombre, qui avait toujours travaillé en coulisses, avait-il, malgré sa discrétion, gagné l'adoration des masses? La capture de Chiang Kai-shek avait marqué un virage décisif dans la guerre civile. Son exécution eût été un désastre. C'était lui qui assurait la cohésion de l'armée nationaliste qui, sans lui, aurait éclaté en multiples factions, permettant aux Japonais de submerger le pays. Le faire signer sous la contrainte n'eût pas été préférable. Il aurait perdu la face aux yeux de ses soldats, n'aurait jamais respecté l'accord et aurait fait l'impossible pour se venger de cette humiliation. Exécuter un prisonnier ou faire pression sur lui galvanise l'ennemi et met en branle une cascade de conséquences incontrôlables. Zhou Enlai le savait. Le charme, en revanche, est une arme qui déguise son caractère manipulateur et remporte la victoire sans susciter de désir de vengeance. Avec Chiang Kai-shek, Zhou Enlai fut parfait. Il lui témoigna du respect, joua les seconds rôles, le fit passer de la crainte de l'exécution au soulagement d'une libération inattendue, avec sa dignité intacte. Cette manœuvre était destinée à l'apaiser et à instiller en lui l'idée que peut-être les communistes n'étaient pas si méchants après tout, qu'il pouvait changer d'attitude vis-à-vis d'eux sans perdre la face, surtout s'il le faisait en homme libre et non en prisonnier.
Zhou Enlai appliquait toujours la même méthode. Il adoptait un profil bas, ostensiblement humble et inoffensif. Peu lui importait du moment qu'il parvenait à ses fins. Du temps pour se remettre d'une guerre civile, un traité avantageux, la bienveillance des masses. Le temps est l'arme la plus puissante qui soit, à condition qu'on ne démorde pas de son but. Et charmer est la meilleure façon de mettre le temps de son côté, de se donner les coudées plus franches. Le charme peut convaincre l'ennemi de reculer, de libérer l'espace psychologique dont on a besoin pour préparer une contre-attaque efficace. Le secret, jouer sur les sentiments de l'autre sans mettre soi-même le doigt dans l'engrenage. Peu importe quel sentiment d'ailleurs, reconnaissance, satisfaction, arrogance, du moment que cela l'occupe. L'émotion distrait. Donnez-lui ce qu'il veut, faites appel à son intérêt personnel, procurez-lui une illusion de supériorité. Lorsqu'un enfant s'empare d'un couteau, n'essayez pas de le lui arracher. Restez calme, tendez-lui un bonbon, et l'enfant lâchera le couteau pour saisir la friandise. 4. En 1761, l'impératrice Élisabeth de Russie mourut, et son neveu devint tsar sous le nom de Pierre III. Celui-ci était un grand enfant. Il avait joué avec ses soldats de plomb longtemps après avoir passé l'âge. À présent qu'il était sur le trône, il pouvait enfin agir à sa guise, et au diable les critiques. Pierre III signa un traité avec Frédéric le Grand, traité très favorable à ce dernier. Le tsar adorait le roi de Prusse, et surtout ses impeccables défilés militaires. Tant pis pour la Russie. Quant à l'étiquette, c'était encore pire. Sans égard pour le récent décès de sa tante, Pierre III se remit à jouer à la petite guerre et à donner des réceptions quelques jours à peine après les funérailles. Quel contraste avec sa femme, Catherine. Celle-ci, lors des obsèques, avait fait preuve du plus grand respect. Elle porta le grand deuil pendant des mois, se rendant à toute heure sur la tombe de l'impératrice pour prier et pleurer. Pourtant, elle n'était même pas russe. C'était une princesse allemande, venue en 1745 épouser le futur tsar, alors qu'elle ne parlait pas un mot de russe. Même le plus humble paysan savait que Catherine s'était convertie à l'orthodoxie, qu'elle avait appris le russe admirablement. De fait, elle passait pour plus russe que tous les dandys de la cour. En quelques mois difficiles, Pierre III se mit à dos pratiquement tout le pays. Catherine avait une liaison discrète avec un certain Grigori Orlov, lieutenant de la garde. C'est par lui que se répandit le bruit de la piété de Catherine, de son patriotisme et de son aptitude à régner. Ah, elle serait une bien meilleure souveraine pour le pays que Pierre III. Catherine et Orlov avaient de longues conversations ensemble, jusque tard dans la nuit. Elle avait l'armée pour elle, lui disait-il. Elle devrait monter un coup d'État. Elle l'écoutait avec attention, mais répondait invariablement que le moment n'était pas encore venu. Orlov s'étonnait. Peut-être était-elle trop douce et trop passive pour poser un acte aussi décisif. Pierre III menait un régime de répression. Arrestations et exécutions se succédaient. Il se conduisait de plus en plus mal avec sa femme, la menaçait de divorcer et d'épouser sa maîtresse. Un soir qu'il était saoul, rendu fou par le silence de Catherine et son impassibilité sous l'insulte, il ordonna son arrestation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Orlov se hâta d'avertir Catherine que si elle n'agissait pas de toute urgence, elle risquait d'être emprisonnée et exécutée. Cette fois, Catherine ne le contredit pas. Elle revêtit ses habits de deuil les plus simples, dénoua ses cheveux et lui emboîta le pas. Une voiture les conduisit au casernement de l'armée. Là, les soldats se prosternèrent à ses pieds et baisèrent l'ourlet de sa robe. Ils avaient beaucoup entendu parler d'elle, mais ne l'avaient jamais vue en personne. Ils se croyaient face à la Vierge Marie. Ils lui donnèrent un uniforme, furent éblouis par sa prestance en vêtements d'homme et se mirent en marche sous le commandement d'Orlov vers le palais d'hiver. En traversant Saint-Pétersbourg, la foule enfla.
Tout le monde acclamait Catherine, réclamait le dépôt de Pierre III. Les popes vinrent donner à la jeune femme leur bénédiction. La ferveur populaire était à son comble. Dans tout ce charivari, Catherine seule demeura digne et silencieuse, comme si elle s'abandonnait aux œuvres du destin. Quand Pierre III apprit cette pacifique rébellion, il entra dans une fureur hystérique, mais accepta d'abdiquer séance tenante. Catherine était devenue impératrice sans coup férir. Toute petite déjà, Catherine était une enfant intelligente et fougueuse. Sa mère aurait préféré une enfant moins brillante, mais plus docile et plus facile à marier. La fillette, face à ces continuelles critiques, mit au point un système de défense tout simple. Elle apprit à neutraliser l'agressivité des autres par une apparente soumission. Moyennant de la patience et de la conciliation, ceux-ci cessaient leurs attaques et tombaient sous son charme. Catherine arriva en Russie à l'âge de 16 ans. Elle ne comptait dans tout le pays ni un ami ni un allié. Elle appliqua dans sa nouvelle patrie les talents qu'elle avait affûtés auprès d'une mère caractérielle. À la cour, elle se heurta à toutes sortes de monstres. L'imposante impératrice Élisabeth, son propre mari infantile, la cohorte sans fin des comploteurs et des traîtres. Elle faisait la courbette, esquivait la polémique, attendait et charmait tout le monde. Elle rêvait depuis longtemps de devenir impératrice et savait à quel point son mari était incapable de gouverner. Mais à quoi bon s'emparer du pouvoir par la violence, revendiquer une position que beaucoup trouveraient illégitime et vivre dans la crainte de se faire à son tour détrôner? Non, il fallait attendre des circonstances opportunes. Il fallait que le peuple lui-même la porte au pouvoir. Ce fut en quelque sorte une révolution féminine. Par sa douceur et son attentisme, Catherine fit accroire à tout le monde qu'elle ne s'intéressait pas au pouvoir. Et le peuple trouva cela rassurant, charmant. On est toujours confronté à des personnages ingérables. Anxieux chroniques, tête de mule, hystériques. Votre capacité à les désarmer se révélera être un talent des plus précieux. Mais attention, si vous ne vous défendez pas, ils vous piétineront. Si vous vous affirmez trop, leurs pires défauts se feront encore pires. Vos meilleures armes sont la séduction et le charme. Affichez des dehors aimables. Adaptez-vous à l'humeur de chacun. Mettez-vous en phase avec leurs états d'âme. Mais intérieurement, calculez et attendez. Votre capitulation n'est qu'une stratégie temporaire. Le moment venu, et il viendra inévitablement, la roue tournera. Leur agressivité leur vaudra des ennuis, et cela vous donnera l'occasion de vous porter à leur secours et de reprendre la haute main sur eux. À moins que vous ne décidiez que la coupe est pleine et que vous ne les condamniez à l'oubli. Votre charme les aura empêchés de se méfier de vous. Une grande révolution peut ainsi se tramer sans la moindre violence, simplement en attendant que le fruit soit mûr et tombe de lui-même. Le symbole du charmeur est le miroir. Votre esprit présente un miroir aux autres. En vous regardant, ils se voient, leurs valeurs, leurs goûts, leurs travers même. Leur longue histoire d'amour avec leur propre image leur plaît, les hypnotise. Nourrissez cette fascination. Personne n'a jamais vu ce qu'il y a derrière un miroir. Les dangers. Certains sont insensibles aux charmeurs, les cyniques en particulier, et ceux qui n'ont plus rien à prouver. Pour eux, le charmeur est une anguille et un escroc. Ils sont susceptibles de vous mettre des bâtons dans les roues. La solution, c'est de faire ce que la plupart des charmeurs font d'instinct. Vous lier d'amitié avec le plus grand nombre de gens possible. Bâtir votre pouvoir sur la loi du nombre sans vous inquiéter des quelques récalcitrants. La bonté que manifestait la grande Catherine à tout un chacun lui valut une bienveillance générale dont elle finit par récolter les fruits. Une autre tactique parfois efficace est de révéler un péché mignon, un point faible stratégique. Y a-t-il quelqu'un que vous détestez?
Avouez-le ouvertement plutôt que de tenter de le charmer. Vous serez réputé plus humain, moins insaisissable. Disraeli avait ainsi choisi pour bouc émissaire William Gladstone, son ennemi de toujours. En politique, le charme comporte des dangers plus difficiles à esquiver. Une approche conciliante, changeante et souple vous mettra à dos tous les doctrinaux, les idéologues et les intégristes qui croient rageusement en leur cause. Des séducteurs mondains tels que Bill Clinton et Henry Kissinger avaient souvent raison de leurs adversaires les plus acharnés grâce à leur charme personnel. Mais ils ne pouvaient être partout à la fois. À l'époque de Disraeli, beaucoup de parlementaires anglais tenaient leur Premier ministre pour un intrigant qui ne cessait de retourner sa veste. Ceux qui le rencontraient en tête-à-tête finissaient par être conquis par son amabilité, mais Disraeli ne pouvait les faire défiler tous. En période de crise, quand les gens ont besoin de solide et de concret, le charmeur politique est parfois en danger. Comme l'a prouvé la Grande Catherine, tout est affaire d'opportunité. Les charmeurs doivent apprendre à se mettre en sommeil jusqu'au moment où leur force de conviction portera des fruits. Flexibles par nature, ils doivent parfois l'être assez pour jouer l'inflexibilité. Zhou Enlai, le caméléon par excellence, était capable, quand cela lui convenait, de se comporter en communiste pur et dur. Ne devenez jamais l'esclave de votre charme. Maîtrisez-le. Apprenez à le mettre en service et hors service, à votre guise.